Et si je vous disais que Nintendo a failli disparaître? Ah oui, oui, oui. Mais heureusement, cet homme John Kirby, qui a d'ailleurs donné son nom pour cette jolie petite boule rose, les a sauvés. Pour tout comprendre, il faut revenir longtemps en arrière. Le 27 décembre 1932, le roman King Kong sort. C'est pas moins d'un an après, le 29 septembre 1933, que Merian Cooper et Ernest Schwetzak nous présentent une adaptation en film d'1h40 de King Kong. A l'époque, une loi exigeait un renouvellement des droits d'auteur après 28 ans, ce qui n'a pas été fait dans ce cas-là. Et donc, King Kong est tombé dans les domaines publics le 1er janvier 1961. Ce qui signifie qu'à partir de cette date, tout le monde est libre d'utiliser cette histoire sans être poursuivi en justice. Et ça, Universal Studios l'a bien compris, c'est pour ça que 15 ans après la libération des droits d'auteur de King Kong, Universal Studios sort un film, King Kong. Et là, presque 45 ans après le premier film King Kong de 1933, le remake de Universal Studios est un énorme succès. À ce moment-là, Nintendo était une toute petite entreprise dans le game des jeux vidéo. Eux, leur trick, c'était plus les cartes à jouer. Mais bon, ils se mettent à la mode et créent un premier jeu d'arcade en 1980, Radarscope, qui marche très bien au Japon, mais aux États-Unis, on va pas se mentir, c'est un flop. Du coup, Shigeru Miyamoto est missionné pour réutiliser les bornes non vendues. Et un peu plus tard dans l'année, ils sortent le jeu Donkey Kong. Bon, je vous coupe une seconde juste pour vous dire que comme vous le savez, on vient de commencer cette chaîne, qu'on a besoin de tout le soutien possible. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, surtout vous abonner si vous voulez voir des prochaines vidéos de ce genre, mais aussi commenter pour nous soutenir ou juste nous dire votre avis sur la vidéo. Je vous laisse avec mon frère. Dans ce jeu, on trouve la première apparition de Mario. C'est le moment Jumpman à l'époque. On doit sauver la princesse Pauline, depuis renommée Peach. Sauf que Donkey Kong est là pour piéger notre protagoniste. Quand il sort, c'est un énorme succès. En 1980, le jeu a vendu 60 000 machines pour 180 millions de dollars. Et de nombreux produits dérivés du paquet de céréales aux peluches. C'est donc un réel succès marketing, mais pas que. Ce jeu a littéralement révolutionné le monde du jeu vidéo, en marquant la naissance du jeu de plateforme. Que ce soit Hollow Knight, Super Mario, Mega Man, Celeste, Crash Bandicoot et même Rayman, les jeux de plateforme occupent une place énorme dans les jeux vidéo de nos jours. Durant le buzz de ce jeu Donkey Kong, 3 entreprises de jeux vidéo vont approcher Nintendo afin d'acheter les droits d'auteur du jeu. Atari pour son Atari 2600, Mattel pour son Intellivision et Coleco pour son ColecoVision. Et vous croyez que tout allait bien se passer? Pas du tout. 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 En même temps que Coleco, Mattel et Atari, la société Tiger Electronic, une société qui crée des jeux portables, décide de faire un jeu King Kong. Et pour cela, il faut l'accord de Universal Studios. Et la société appela aussitôt Sidney Schenberg, le directeur de l'exploitation de Universal Studios, et celui-ci accepta le partenariat. Après quoi, il alla voir sur son ordinateur si par hasard d'autres produits utiliseraient sans autorisation la licence King Kong. Pendant ses recherches, il tomba sur Donkey Kong. Ce jeu n'utilisait a priori pas la licence King Kong. Mais lui, la seule chose qu'il voit, c'est la possibilité de gagner de l'argent en s'imposant face à Coleco, Atari et Mattel. Il va commencer par s'attaquer à Coleco et à son président Maurice Greenberg, en le menaçant de porter plainte contre Coleco s'il refuse de donner des royalties à Universal pour chaque cartouche vendue. Et Coleco est forcé d'accepter, et c'est la même chose qui attendra Mattel, Atari, mais pas Nintendo. Non, pas eux. Car malgré la différence de taille des deux entreprises, le président de Nintendo, Minoru Arakawa, ainsi que Howard Lincoln, un avocat consultant de Nintendo, sont prêts à tenir tête à Universal Studios. Et donc, le jour qui devait arriver arriva. Après avoir réussi à soutirer les royalties de 3 autres entreprises, Universal Studios s'attaque à Nintendo, qui était censé être le plus facile à convaincre, car Nintendo était une toute petite entreprise familiale. On le rappelle, Universal Studios menace de porter plainte contre eux, et s'ils perdraient le procès, cela signifierait la probable fin définitive de Nintendo. Dans la tête de Universal, Nintendo ne refusera jamais. Eh bien, ils ont eu tort. Durant la rencontre, une bataille d'arguments a eu lieu. On a trouvé plein de produits non licenciés sur le marché. Ouais, mais on a une chain of title. C'est quoi ça? C'est un document qui prouve que vous n'avez pas le droit d'utiliser King Kong sans notre autorisation et qui prouve que King Kong, ça nous appartient. Et il est où ce document, hein? On vous l'envoie bientôt. Calme-toi, tu devrais écouter et faire ce que disent Universal. Merci Coleco. Coleco, mais t'es pas sérieux, tu te fais victime par Universal, ils nous font tous souffrir et toi tu deviens pote avec eux. Allez tous vous faire. Et Nintendo n'a jamais reçu cette chain of title de King Kong. 2 semaines plus tard, une deuxième rencontre a eu lieu où Universal a proposé à Nintendo d'investir dans leur petite entreprise. Message de la France. Non. Et Nintendo rappela encore une fois à l'étonnement de Universal qu'ils ont tort et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au procès qui est, on le rappelle, un risque énorme pour Nintendo. En réponse à ces déclarations, Sidney Schenberg porte plainte contre Nintendo pour violation de copyright. Et c'est là qu'entre en scène notre génie, John Kirby. Après la plainte de Sidney Schenberg, Nintendo engage un avocat, John Kirby, et ils font comprendre que s'ils perdraient ce procès, ce serait la fin pour eux.
Et il prend donc ça très au sérieux. Après cela, voici ce qui s'est passé. Le procès arriva et Nintendo a atomisé Universal Studios. Et c'est surtout grâce à John Kirby, leur avocat. Premièrement, il expliqua que Donkey Kong n'avait pratiquement rien à voir avec King Kong. Et deuxièmement, voici ce qui a fait que Universal n'avait dans tous les cas aucune chance. Et oui, enfin, John Kirby rappela que King Kong était tombé dans les domaines publics. Ça finit comme ça. Universal Studios savait très bien qu'ils avaient perdu d'avance et ont décidé de jouer sur la différence de taille de compagnie. En plus, Universal avait déjà gagné un procès contre ceux qui ont fait le remake de 1933 pour la même raison. Après cela, John Kirby a reçu un voilier au nom de King Kong. Ouais, carrément. Mais s'il n'avait pas été là, peut-être que Nintendo n'aurait jamais reçu la somme de 1,8 million de dollars de la part de Universal Studios, l'équivalent de 6 millions de dollars actuellement. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, John Kirby a peut-être donné son nom à ce petit monstre rose. Et franchement, j'ai envie d'y croire.